La puissance des graines lorsqu'elles germent et tigent est un phénomène tout à fait banal du règne végétal. Je me rappelle avoir vu des silènes tiger à travers un billot, par exemple. En fait, c'était un tronc de pin à lep qui faisait 40 cm de long et qui était posé à terre verticalement. On voit couramment même des herbacées percer du goudron ou du béton, ou germer à travers plusieurs centimètres de cailloux. Je vois ça tous les jours dans les containers, dans nos pots de fleurs là, de la pépinière, puisque je les mulche avec des cailloux lorsque j'ai des cailloux sous la main. Et même des herbacées frêles ou souples, comme par exemple le fort réveil matin, traversent plusieurs centimètres de cailloux sans problème. Au fait, je rappelle que les cailloux constituent un excellent mulch, mais je me suis tout de même rendu compte que certaines personnes pouvaient être étonnées de ce genre de choses, comme d'ailleurs de la profondeur des systèmes racinaires des herbacées ou des arbres. Bon. Bref, toujours est-il que j'ai l'impression que pas mal de personnes, finalement, n'ont pas particulièrement eu l'occasion d'observer des herbacées qui germent et tigent à travers un mulch dense et épais. Alors cette courte vidéo pour illustrer la puissance des graines lorsqu'elles germent. Là on a une moutarde ou en tout cas une crucifère, donc c'est une graine dont la granulométrie ne dépasse pas 1 mm. Au bout de 12 jours en décembre dans la région de Perpignan, donc c'est quand même pas très froid mais enfin c'est pas l'été, elles avaient déjà traversé pour les plus précoces 15 à 20 cm d'un mulch constitué de broyats de branches et d'herbes sèches. Sur des graines beaucoup plus grosses, de granulométrie plus importante, comme la vesse ou des pois ou la fèverolle, facilement 30-35 cm de broyat, la graine tige à travers sans aucun problème. Alors c'est marrant, quand une graine germe comme ça sous un mulch dense et épais, la tige monte comme une boucle, c'est-à-dire que le bout de la tige est orienté vers le bas, la tige est blanche, et puis lorsque ça émerge à la surface, la tige se redresse et les feuilles deviennent chlorophylliennes et se développent en regardant vers le ciel comme normalement. Donc au final, quand on met des graines sous des grosses épaisseurs comme ça de mulch, la seule chose que ça change, c'est que, bon, on perd peut-être quelques jours, mais on a une élongation de la tige achlorophyllienne. Bon, en revisionnant la vidéo, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit complément. Alors, quel est l'intérêt de faire du semis directement en place sous mulch ? C'est quelque chose que je développe de manière précise dans les formations, mais là, très rapidement. Premièrement, c'est le modèle de la nature. Les graines dans la nature, on ne les enterre pas. Elles tombent au sol et elles sont recouvertes par des feuilles ou des herbes. Deuxièmement, le mulch crée un microclimat idéal, c'est-à-dire que dessous, ça ne sera jamais ni mouillé ni sec, ça ne sera jamais ni chaud ni froid. C'est un microclimat tamponné qui est toujours doux et humide, qui est donc idéal pour que les graines germent. Et ça permet d'ailleurs que ces plantes démarrent éventuellement même hors saison, par exemple en hiver ou en début d'hiver, enfin, et que la plante vive. Le mulch, évidemment, crée une fertilité exceptionnelle due à l'intense activité des micro-organismes. Je n'aime pas le mot fertilité, je préfère parler de nutrition des racines. Les racines sont nourries par les micro-organismes. Le mulch permet à ces micro-organismes de pulluler. Alors maintenant, à propos du mulch, il y a beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose que je détaille de manière approfondie et très précise dans les formations. Mais là, encore une fois, rapidement, quelques clés. Alors la première chose, c'est qu'il y a une définition précise du mulch à bien comprendre et elle ne coïncide pas avec les définitions qu'on rencontre un peu partout. Notamment, une bonne définition du mulch est une définition fonctionnelle et elle n'exclut pas des mulch de matière inorganique. Comme on l'a dit, les pierres peuvent constituer un très bon mulch. C'est-à-dire qu'il faut s'enlever de l'idée que ce qui fait de la fertilité, c'est la décomposition de la matière qu'on utilise pour mulcher. Les pierres, ça ne se décompose pas et ça crée une très bonne fertilité. Pourquoi ? Parce que ça donne des conditions pour que les micro-organismes vivent. Et ce sont eux, encore une fois, qui nourrissent les racines. Donc, une définition pertinente du mulch indispensable et quelques clés indispensables aussi pour bien maîtriser le mulch pour que ça fonctionne. Notamment au moins une, déjà pour éviter de graves erreurs, ne pas utiliser des matériaux de granulométrie trop fine. Alors la granulométrie pour moi c'est le critère numéro 1
en ce qui concerne le mulch. Si une matière, quelle qu'elle soit, a une granulométrie trop fine, elle va empêcher les échanges gazeux entre le sol et l'air. Or, le sol a absolument besoin d'échanges de l'oxygène, de l'azote, de l'air, etc. Bon, bref, c'est indispensable pour la vie des micro-organismes, encore une fois, et la nutrition des racines. Voilà, donc attention, la sure complètement interdit. Et d'ailleurs, ça tue la vie du sol, la macrofaune et la microfaune. Et lorsque le sol meurt biologiquement, très rapidement, il va mourir au niveau chimique, il va mourir au niveau physique. On a des sols qui se compactent tout seul, sans qu'on ait mis le pied dessus, simplement parce qu'on a déposé de la sueur dessus. Pour les copeaux, c'est la même chose. Les copeaux, certes, c'est un petit peu large, mais l'épaisseur est tellement fine que ça se comporte à peu près comme de la sueur, ou alors il faudrait en mettre en mélange avec autre chose. Et puis, de manière générale, surveiller la granulométrie. Attention aussi aux tontes de gazon, aux tontes d'herbes fraîches, jeunes, fraîches. C'est très facilement compactant. Donc il y a des précautions à prendre pour utiliser ça en mulch, éventuellement les mélanger, mais faire attention que l'air circule, que ce ne soit pas compactant. Dernière petite précision, j'entends souvent dire « Ah oui, mais alors si on mulch avec de la matière minérale, des pierres, ça donne pas d'humus, alors comment c'est possible qu'on ait de la fertilité ?» Ben oui, ça donne pas d'humus, c'est ce que je viens de dire. Les micro-organismes, à partir du moment où ils ont un toit sur la tête, ils ont les conditions nécessaires et suffisantes pour vivre et pulluler. Et la question, c'est qu'est-ce qui les nourrit ? Alors il faut bien comprendre que, d'une part, à moins qu'il y ait une erreur de design, c'est sûr que si on a une plante tous les mètres, il n'y a pas beaucoup de plantes, il n'y a pas beaucoup de racines. Bon, donc il faut bien comprendre qu'une des clés fondamentales des systèmes régénératifs et plus généralement des systèmes en permaculture, c'est d'avoir toujours une très grande diversité et une très grande densité de plantes, que ce soit des herbacées, des arbustes, des arbres. La diversité et la densité vont toujours ensemble, on ne doit pas les dissocier. Donc à partir du moment où j'ai une diversité et une densité très importante, théoriquement illimitée, bon je ne détaille pas, on a évidemment, si j'ose dire, ça grouille de racines. Or, il faut savoir que les plantes perdent une quantité phénoménale de racines chaque saison, chaque année. Que ce soit des herbacées, que ce soit des arbres. Chaque année, ils perdent toutes leurs racines feuilles et perdent leurs racines branches, exactement comme les parties aériennes. Donc, c'est des quantités phénoménales de matière organique qui meurent dans le sol et qui va nourrir les micro-organismes. À condition, encore une fois, que ces micro-organismes aient un toit sur la tête, c'est-à-dire qu'il y ait du mulch. Voilà pour cette question de mulcher avec des pierres. Alors bien évidemment, si on a un mulch de matière organique, c'est super aussi. Simplement une différence, c'est que c'est un mulch qui n'est pas pérenne, il va se décomposer. Ce qui peut constituer un avantage ou un inconvénient, ça dépend de la situation, ça dépend des cultures, etc. Alors concernant l'épaisseur du mulch, je précise quand même qu'il n'y a nullement besoin d'avoir un mulch épais. Un mulch d'un demi-centimètre d'épaisseur, par exemple, c'est suffisant en ce qui concerne cette fonction qui est de permettre aux micro-organismes de pulluler et de nourrir correctement les racines. D'ailleurs, en forêt primaire tropicale, on a des très faibles épaisseurs de litière, presque pas, et il n'y a presque pas d'humus d'ailleurs, bon, pour certaines raisons, mais ça grouille de micro-organismes et les végétaux sont correctement nourris. Mais un mulch épais, ça peut être indispensable dans certains cas. Par exemple, dans des climats très secs en saison chaude, c'est l'humidité qui est le facteur limitant de la dynamique végétale. Un mulch épais permet de conserver un maximum d'humidité dans le sol, durablement, c'est très efficace, et d'éviter presque totalement les arrosages, voire totalement les arrosages. Et ça permet aussi de protéger très efficacement le sol de l'échauffement. Alors c'est très important, un sol à nu en plein soleil peut monter à 60 ou 80 degrés. Or, il faut savoir à propos de la température du sol qu'à 20 degrés, on estime que 100% de l'humidité du sol est utilisée pour la croissance des végétaux et que les racines fonctionnent normalement. À partir de 28 degrés,
les racines ne fonctionnent plus correctement et au-delà de 55-60 degrés, les micro-organismes qui nous intéressent meurent et 100% de l'humidité du sol est perdue pour la croissance végétale. Et aussi, dans certains climats, en hiver, un mulch épais protège efficacement du gel. Voilà, ça c'était pour la question d'un mulch épais. Si on est dans un climat plus facile, il n'y a pas besoin d'épaisseur importante de mulch, mais il faut de toute façon du mulch, sans quoi les micro-organismes ne transfèrent pas l'eau et les nutriments aux racines et les plantes ne sont ni abreuvées ni nourries. On peut aussi avoir non pas du mulch mort, mais on peut avoir du mulch vivant ou un couvre-sol éventuellement dense, ça marche aussi. Donc, pour conclure, que l'on ait un mulch de pierre ou divers types de matières organiques, tout peut être utilisé efficacement en mulch ou pas. Il y a quand même des critères très précis, bon je ne détaille pas, mais qui permettent dans toutes les situations de décider quelle est la meilleure stratégie et les meilleures techniques pour mulcher en fonction de la disponibilité de la matière qu'on a, du climat, du type de culture et de tous les autres éléments à prendre en compte lorsqu'on fait le design d'un système avec la méthodologie et la vision de la permaculture.